Bonjour à tous, Valentin Malman, je suis product manager pour l'outil OnFly et je suis accompagné de Rémi Morco qui est ingénieur solution et team manager chez BIM&Co, Bonjour. OnFly. Et du coup, on va prendre une petite demi-heure pour vous présenter notre nos nouveaux connecteurs qui vient d'arriver donc sur Rhino dans le cadre de notre stratégie un peu d'avoir une connexion multi-software. On est très fiers aujourd'hui de pouvoir parler et proposer aux designers architectes qui travaillent sur Rhino, parce que c'est une communauté. Surtout Rémi, avec qui on est très content de pouvoir commencer à collaborer, proposer, proposer des choses. Alors du coup, on essaie avec Rémi de créer un peu d'interaction pendant nos événements. On a quelques questions qui arriveront au fur et à mesure un peu du déroulé de la présentation. On a quelques slides et puis ensuite Rémi nous fera une petite démonstration. N'hésitez pas à utiliser, il y a un petit chat pour poser des questions, nous faire répéter, nous challenger. L'idée là, c'est bien sûr avant tout d'échanger avec vous. On a une présentation, mais ce qu'on aime, nous, c'est avoir des interactions avec vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Et pour ça, du coup, comme je le disais, on a quelques questions qui nous permettent aussi d'en savoir plus sur cette communauté de Rhino, qui finalement pour nous est assez nouvelle, parce qu'on était surtout habitués à travailler avec des archicadiens, mais surtout des Revitiens. Donc on aimerait en savoir plus sur vous. Rémi, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Moi, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, oui, depuis mon arrivée chez Lumenco, j'ai voulu essayer de pousser l'intégration dans Rhino. Donc, ça me semble important de pouvoir gérer à terme tous les connecteurs possibles à travers les logiciels. Alors, peu de personnes le savent, mais en tout cas, dans Rhino, il est possible de faire aussi du BIM. On peut faire de la conception freeform d'objets dans tout genre, hein. Ça peut aller du bijou jusqu'au pont ou jusqu'au barrage, par exemple. Mais on peut aussi avoir une couche métier grâce à des plugins pour nous permettre de faire du BIM et faire des gestions de maquettes numériques un peu à l'instar de Revit, mais au sein d'un logiciel plus freeform et plus libre d'accès, qui est Rhino. Alors, si tu peux aller à la première slide. Donc rapidement, pour un peu situer, pour les personnes qui connaissent pas très bien l'outil OnFly, quelques logos aussi pour situer. Nous, notre objectif, c'est de créer de la continuité digitale sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et ça, on le fait par la donnée, mais pas n'importe quelle donnée, la donnée de l'objet. On est convaincu que la collaboration entre les acteurs, qui est aujourd'hui un peu happé par cette espèce de silo entre les différents métiers qui est dû à ce que chaque logiciel travaille un peu soit fait pour un seul métier et euh, étudié pour travailler indépendamment des autres, bloque finalement cet espace de collaboration qu'on a besoin pour redynamiser un peu notre industrie. Donc notre métier, notre savoir-faire est là aussi où on s'amuse le plus, c'est sur les échanges de données autour de l'objet. Et pour ça, du coup, on a développé une technologie unique qui est connectée aux différents logiciels. Alors, on a mis un peu de temps avant vraiment d'exprimer tout le potentiel de cette technologie-là. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Rémi, je pense que les choses vont aussi ont bien bougé, notamment on le voit aujourd'hui avec le plugin de Rhino, mais c'est pas fini. On va avoir plein de nouveautés. Là, on va communiquer sur un nouveau connecteur par mois. Donc, restez aussi à l'écoute de ça. L'idée, c'est de desservir un maximum de cas d'usage pour montrer un peu tous les bénéfices qu'on peut avoir autour de cette techno. C'est une techno unique, mais qui dessert beaucoup de cas d'usage, de l'asset management à même la supply chain. On a du coup besoin d'une unicité de la donnée, et c'est ce qu'on s'attarde à faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Rhino, on s'adresse plus à un public d'experts. Donc, c'était important, nous, de commencer un peu ce marathon des connecteurs avec ce logiciel-là qui est souvent abordé pour faire un peu l'extra mile, sur euh, bah, pousser vraiment le design paramétrique ou pas à son apogée. Du coup, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est vous, en tant qu'expert sur Rhino,
combien de projets à peu près vous gérez sur l'ensemble sur l'ensemble de vos projets en BIM, pour qu'on se fasse aussi une petite idée et qu'on puisse aussi adapter au fur et à mesure des réponses aux questions notre discours et notre démo. On va afficher une petite question. Tac. Normalement, il y a une question qui s'affiche à votre écran pendant que du coup vous la remplissez. Donc rapidement, j'ai évoqué, on le voit là sur la roue, l'idée d'avoir une multitude de cas d'usage. C'est vrai qu'initialement, il y a 5 ans, on a commencé avec pas mal de cas d'usage sur les fabricants. Je pense à ArcelorMittal qu'on voit à l'écran, que Rémi connaît très bien parce que c'est lui qui gère le projet. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les bénéfices de l'échange de données, ils étaient surtout pour les utilisateurs de cette donnée-là et pas que pour les fabricants. Et du coup, on a développé des cas d'usage. Alors, on a commencé Onefly avec Engie, ensuite Aegis. Et ce qui est assez drôle, c'est que naturellement, en fait, il y a d'autres acteurs qui sont venus nous solliciter pour notre techno, des promoteurs, mais aussi des maîtrises d'ouvrage comme Mercadona qui fait plus d'un magasin par jour et pour continuer de pousser l'industrialisation de la création de ces magasins, a dû utiliser notre techno pour gagner en efficacité. Ou des acteurs comme Rexel qui ont une multitude de données qui s'accumulent depuis des années et veulent le mettre à disposition de nos workflows en BIM. C'est intéressant, du coup, on a pas mal d'experts Rhino du coup, qui sont plutôt entre 11 et 20 projets à l'année. Et sur Rhino, de 0 à 5, donc à peu près un quart des projets où on vient utiliser son logiciel Rhino pour compléter probablement. Ok, super intéressant. Donc Onefly, pour faire simple, c'est avant tout un gestionnaire de données pour vos objets métiers. Et l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est de vous fournir une expérience unique de recherche. Qu'on soit dans Rhino, qu'on soit dans Revit, qu'on soit dans Archicad, notre réflexe, notre façon de rechercher des objets, pour nous, doit être la même. Et elle doit se faire au travers la donnée des objets. Donc, que ce soit l'interface ou les fonctionnalités qu'on utilise pour rechercher, par classification, par propriété, par typologie de logiciel, doivent rester les mêmes d'un logiciel à un autre. Et on est convaincu qu'avoir un seul espace en ligne où tout le monde vient centraliser son contenu permet d'avoir une source unique de vérité. Et donc, pour le BIM coordinateur, en tout cas le référent BIM qui gère la bibliothèque au sein d'un grand groupe, au sein d'un projet, ça lui facilite la vie et ça permet aux utilisateurs d'avoir une seule référence pour gagner du temps, mais surtout gagner de la qualité aussi in fine, en ayant l'historique de toutes les versions de ces objets, etc. Et donc, par rapport à ça, donc là, c'est intéressant de se poser la question aussi avec Rémi avant. Souvent, on dit que, par exemple, une personne sur Reddit, elle utilise, on va dire, au quotidien une vingtaine d'objets maximum. Donc, il lui faut 20 objets au quotidien. Après, bien sûr, il y en a beaucoup plus qui peuvent être utilisés, mais il y a les must-have, on va dire, c'est 20 familles d'objets dans Revit. Et on se posait la question, mais dans Rhino, finalement, quand on arrive dans Rhino, combien d'objets on a besoin? Donc, ça m'amène à la question d'après, c'est finalement dans Rhino, combien on a d'objets de votre côté à peu près à gérer, on va dire, dans son quotidien. Bibliothèque Après, de... c'est une bonne question, mais ça va dépendre de comment on va utiliser surtout le logiciel. Comme Rhino, il est très libre d'utilisation. On peut faire de la conception directement d'objets 3D, enfin de formes 3D sans forcément passer par des objets. Mais on peut utiliser des plugins, par exemple comme VisualArc ou d'autres plugins qui permettent de gérer cette fois-ci des objets BIM. Et là, c'est vrai que la gestion de bibliothèque de ces objets-là, c'est un plus d'avoir un outil comme Onefly qui permet de faire ça. Et justement, le nombre d'objets va dépendre du projet, va dépendre un peu de la vision que peut en avoir sur sa partie gestion des familles et gestion des objets, quoi. Parce qu'en natif, du coup, il y a quand même pas mal
alors moi j'appelle ça des objets, mais c'est plutôt des formes, comme tu me rattrapes un peu, mais des formes qui permettent de créer pour moi des objets ou des produits. Et du coup, toi, Rémi, tu dirais combien à peu près alors c'est pas Bah, de après, sur des projets, sur des gros projets BIM où on a besoin un peu d'industrialiser les choses, bah, c'est sûr qu'on va utiliser beaucoup de blocs ou d'objets paramétriques BIM. Donc, je pense que ça peut être 70% peut-être du projet qui peut être conçu à partir de ces objets-là. Ok. Ça va Bon, bah là, dépendre vraiment c'est. de la complexité du projet. Il y a des projets où on va utiliser que de la forme 3D, où il n'y a pas besoin de gérer les objets. Il y a d'autres projets où là, c'est plus standard, où on va plutôt s'orienter vers des objets BIM, justement, type fenêtre, porte ou autre. Là, c'est vrai que ça peut être de 70 ou 80% de la maquette qui est conçue à partir de ces objets-là. Hmm. Ouais, bah là, c'est assez clair. Il y a ouais, c'est en train de s'équilibrer. On a à peu près 50% qui est entre 0 et 20 objets, et le reste qui a plus de 50. Soit, on va dire un quart entre 50 et 100, et plus de 100 le, le, le reste. C'est intéressant, du coup, on a un commentaire de Charles qui dit effectivement, au-delà de Rhino, c'est parfois le plugin Rhino, le plugin BIM de Rhino qui est utilisé. Donc, c'est ce que tu disais, un Rémi, Tout à fait. Visual Arc, ou des diagrammes de nœuds, de pièces paramétriques, type chez Grasshopper, et exactement donc équivalent à Dynamo. En exécution, on va avoir des centaines d'objets, mais en avant-projet, on a parfois une seule surface enveloppe qu'on travaille au niveau de la forme. Ouais, ça dépend vraiment du type de projet, de la phase du projet sur lequel on est. Mais Mm. au contraire de Revit où tout est famille, par exemple, voilà, Rhino, il y a plusieurs concepts en parallèle. On peut avoir des objets propres comme des objets BIM qu'on peut retrouver dans Revit et vraiment des formes 3D où on va laisser libre à son expression pour pouvoir modéliser une forme vraiment de manière libre avec les opérations classiques d'extrusion, de balayage et autres. Ouais. Bon, bah merci C'est effectivement en intéressant tout de cas pour le voir ces comment. chiffres quoi, parce que c'est vrai qu'à Ouais, partir de 50 100 objets, ça commence déjà à être. Il faut se poser la question comment structurer ces objets, comment les ranger. Voilà, et des outils un peu comme ce qu'on propose, c'est sûr que ça va optimiser facilement cette organisation en fait. mm. Mais c'est vrai que enfin, tu travailles en collaboration étroite avec Visual Arc, et ils poussent depuis bien longtemps pour aussi qu'on puisse travailler sur ce type d'outil-là, qui est une valeur aussi intéressante en couche supplémentaire par rapport à leur logiciel. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas, moi j'entends dire que Rhino est utilisé un peu. Là, d'ailleurs, Charles continue à compléter un peu son commentaire. Il disait pour les fichiers Grasshopper, on peut le transformer en style Visual Arc. Mais c'est vrai qu'on vient l'utiliser du coup sorti du logiciel principal qui est là pour faire la modélisation grossière du reste du bâtiment. Et, euh, et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mutualiser, on va dire, ou en tout cas capitaliser sur l'ensemble des typologies d'objets qu'on va avoir à la fois dans le logiciel principal et le logiciel Rhino. Et du coup, on se demandait avec quel autre logiciel vous couplez Rhino. Bon, Visual Arc, je pense que on va effectivement l'avoir pour la partie archi, mais pas que. Ça nous intéressait de voir typiquement sur un espace de centralisation d'objets comme on vient de voir sur la slide, avec quel autre type de logiciel il serait intéressant de retrouver un peu nos objets Rhino. Donc, c'est vrai Alors, que. ce qui est intéressant, c'est que tous les logiciels qui sortent, bon, à part 1360, c'est des connecteurs sur lesquels on est en train de travailler. Donc, AutoCAD, c'est un connecteur qu'on a sorti en même temps que Rhino. Donc, aujourd'hui, on est capable de gérer sa bibliothèque aussi de blocs directement depuis AutoCAD. En Visual Arc, là, avec l'introduction de Rhino, on va pouvoir gérer, comme dit précédemment, toutes les pièces 3D de Rhino, mais aussi des objets BIM typés Visual Arc, avec aussi l'intégration de manière native de la classification Visual Arc. Archicad, c'est un connecteur sur lequel on est en train de travailler. On a un premier
un premier, on va dire, une première version, on va dire, de prototype sur lequel on est en train de travailler et sur lequel c'est en train vraiment de s'améliorer sur la gestion des objets type Archicad, qui a vraiment une vision complètement différente de Revit, par exemple. Et Revit, c'est notre objet, c'est notre logiciel, on va dire, phare depuis le début. Donc, c'est vrai que c'est C'était intéressant. intéressant Alors, les BIM réponses qu'on 360, a. BIM 360 ou SketchUp, c'est un peu particulier. Alors, BIM 360, c'est pas forcément un logiciel qui permet de faire de la conception. Mais par contre, effectivement, on a de plus en plus de questions sur comment gérer des objets depuis 1960, couplés avec notre solution. Et SketchUp, pour l'instant, on n'a pas trop regardé. Et au plan, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des utilisateurs de plan. Ouais, bon, Revit, hein, premier, Ouais, je vais ouais. mettre fin au vote. Premier logiciel, sans surprise, effectivement, Revit. Moi, je suis assez surpris. Je pensais que vous alliez me donner des arguments pour que je puisse contredire Rémi sur certaines choses. Mais non, en fait, effectivement, AutoCAD, quand même, deuxième logiciel. Alors, ça pourrait être intéressant de développer un peu les cas d'usage qu'on pourrait avoir entre les deux. Mais effectivement, super, parce qu'en plus, on vient de sortir un nouveau connecteur. Alors, moi, j'aurais pas forcément priorisé AutoCAD, mais effectivement, on a pas mal fait alors. Ça peut ouvrir Euh, la porte aussi dans AutoCAD, il y a beaucoup, c'est tellement tentaculaire, mais il y a beaucoup de plugins qui sont utilisés. Et justement, on a ouvert la porte AutoCAD pour aller vers des plugins métiers, justement, pour intégrer de plus en plus aussi une vision métier à notre outil, quoi. mm, Alors, ce qui va être intéressant surtout, c'est que, comme tu l'as dit précédemment, mais en fait, tout le référentiel et toute la vision de notre technologie, elle va pouvoir être gérée à travers tous ces logiciels-là et au sein du même vision qui est un peu la carte objet qu'on a chez nous. Et au sein de la même carte objet, vous allez pouvoir avoir des objets Revit, des objets haut de plan, des objets Visual Arc, etc. Et pouvoir intégrer tout ce contenu, on va dire, au sein du même concept. Et ça, c'est vraiment intéressant. mm. Ça, je pense que ça peut être. On va aller du coup vers la démo là rapidement. Je sais pas si tu peux aller à la slide d'après pour, illustrer ce que Rémi disait juste avant et terminer un peu sur la présentation du reste de l'outil qui ne concerne pas que Rhino. On a effectivement, pour exprimer un peu la valeur autour de différents cas d'usage, autour de tout le cycle de vie du bâtiment, développer des connecteurs vers les logiciels qu'on a priorisés. Mais notre techno nous permettrait d'en faire beaucoup plus. Donc, j'ai mis on va dire, quelques métiers qui me paraissaient essentiels ou qui nous paraissaient essentiels pour ces logiciels-là. Bien sûr, quand je marque économiste sur Excel, c'est faux puisque tout le monde utilise Excel et donc c'est critiquable, mais c'était histoire d'avoir aussi quelques métiers et de dire finalement on commence à, à aborder de nouvelles communautés et notamment celle de Rhino. Et par rapport à ça, du coup, je sais pas d'ailleurs si tu as un commentaire, Rémi. Alors moi, j'ai un commentaire sur justement ce que tu disais sur la continuité. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on va avoir, en fonction du logiciel, différentes couches de compréhension. Par exemple, sur AutoCAD, ça va être plutôt de la gestion de blocs, donc plutôt de la partie 2D, on va dire classique. Et justement, notre outil permet de pouvoir gérer ce type d'objets qui vont être, on va dire, avec une description assez simple et au niveau des informations qui sont contenues dans les objets, des choses assez basiques, quoi, le nom de l'objet, jusqu'à des couches très évoluées comme Excel ou Revit, où là, on va pouvoir gérer tout le contenu BIM de l'objet, donc et la forme 3D, et les propriétés, et les variantes, etc. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la couche logicielle, on va pouvoir avoir une adaptation de l'objet en fonction de l'utilisation dans la couche logicielle. Et justement, la techno qu'on a développée permet de pouvoir s'adapter en fonction du logiciel et de la connectivité qu'on peut avoir avec lui. Ouais. Et c'est vrai que les usages de l'objet sont complètement différents Exactement. parce que dans BIM Data, par exemple, un objet du coup va être en IFC. Et du coup, ce qu'on fait nous dans BIM Data, c'est juste récupérer de la donnée pour avoir une surcouche de l'IFC.
Donc, c'est un usage qui est complètement différent que celui qu'on va voir dans Rhino. Et du coup, si on peut aller à la slide d'après, moi, ça m'amène aussi à poser une dernière question. C'est-à-dire, aujourd'hui, finalement, au travers des différents logiciels que vous venez d'évoquer, quels sont vos moyens de gérer ces objets-là? Qui est une question quand même aussi très intéressante pour nous. Alors, ça permettra aussi peut-être de me donner des billes pour contredire Rémi. Bon. Est-ce que vous Ça, c'est une utilisez du coup question plutôt, très intéressante. Parce que, ouais, plutôt un serveur interne? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu mettre d'autres choix, mais c'est souvent le serveur interne. Hein. Je sais pas, Rémi, je pense que là-dessus, tu me contrediras pas. Ou alors, ouais, c'est un sinon, peu c'est sur Windows. une solution de gestion de contenu spécifique. Ça va être, ben, par exemple, comme OnFly ou d'autres logiciels qui existent sur le marché pour le faire, ou autres. Hein. Je sais pas Et il n'en si existe pas vous d'autres. avez. Ouais, peut-être pour ceux qui mettent autre, le mettre dans la discussion, si vous avez des idées à donner aux autres. Pour, C'est vrai que par rapport aux habitudes, ça peut être soit un serveur de type Windows, soit un serveur partagé, SharePoint ou autre, ou Google Drive. Mais en général, toutes ces solutions ne vont pas proposer de pouvoir consulter le contenu de l'objet, en fait. Donc, c'est juste hmm, un, un stockage en fait, de l'objet et on télécharge l'objet et après on l'insère dans notre logiciel, mais c'est pas intégré. La chaîne n'est pas continue. La chaîne n'est pas continue entre l'hébergement de l'objet et l'utilisation d'un logiciel. hmm. Notre solution, c'est une source continue où depuis le logiciel, on va pouvoir créer du contenu, donc partager du contenu en ligne. Et ensuite, depuis le logiciel toujours, sans sortir de la solution, on va pouvoir utiliser ce contenu-là grâce à des visions que je proposais de classification, de filtres, de recherche, etc. Ce qu'on ne peut pas avoir avec des solutions, on va dire, de type hébergement. Hmm. Peut-être qu'on peut aller à la slide d'après. Et je pense que ce sera intéressant du coup là de juste s'arrêter sur le fait que on a 80% des personnes qui ont répondu qu'effectivement elles travaillaient sur serveur et personne n'a une solution de gestion de contenu spécifique dédiée. Bon, il y a Charles qui commente, je pense, qui a dû répondre autre et qui dit bah, sur disque dur, explorateur Windows bien sûr, et ou Google Drive avec une Oui, synchro. voilà, c'est Euh, Et du coup, ça peut être intéressant que pendant ta démo, tu puisses aussi nous donner les avantages par rapport à un serveur. Ouais, est-ce que je tout à devrais. fait. Tout à fait. Ouais, C'est dans ce sens-là que je vais faire. Ouais. ok, bon, bah, c'est parti. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des besoins aussi qui gravitent autour de ce que Rémi va dire. Ça peut être intéressant, bien sûr, pour nous, pour les évolutions futures de ce plugin-là, d'avoir votre sentiment à chaud un peu de ce que Rémi présente. Alors, je vais ouvrir un modèle type. Hein. Alors, c'est un modèle qui est en partie, enfin, tout partie créé avec Visual Arc. Donc, c'est des composants majoritairement BIM, de type poutre, mur, dalle, etc. Et du coup, dans Rhino, donc, à l'installation du plugin donc, pour OnFly, donc, vous allez avoir une nouvelle barre d'outils pardon, donc, qui va s'appeler BIM Co. Et sur lequel on va retrouver toutes les fonctionnalités possibles pour pouvoir justement partager du contenu ou utiliser du contenu directement dans la scène Rhino. Donc, par défaut, en fait, on va retrouver les réglages de notre plateforme. Donc, ici, on va avoir la possibilité de se connecter à notre espace. Donc, en fonction de notre profil utilisateur, on va avoir plusieurs environnements sur lesquels on peut se connecter. Donc, on voit les différentes informations du logiciel. Hein. On est en version 1 pour Rhino et notre solution en 3.4. Ici, je me suis connecté à un espace que je vais appeler Demo Boost. Donc, c'est une offre qu'on a lancée très récemment sur la partie gestion du contenu, qui est plus simplifiée qu'une offre un peu plus évoluée qu'on va appeler Smart. Donc, ça, on verra après plus tard avec Valentin la différence entre les différentes offres. Donc, cette offre Boost, en fait, va se présenter sous cette forme, où on va retrouver, en fait, au sein d'OnFly. Donc, ça, c'est la visualisation web de la partie OnFly. On va retrouver ici les différentes fonctionnalités sur lesquelles on peut travailler, notamment pouvoir gérer mes objets, gérer mes utilisateurs, pouvoir créer
différents tags ou des classifications. Et ensuite, on va retrouver ici une page qui va, on va dire, lister tous les objets qui sont au sein de mon espace. Donc, la première étape, quand on va ouvrir un espace on-fly, c'est de pouvoir créer des objets. Donc, créer des objets, on a plusieurs moyens de le faire. Soit on peut les directement les drag and drop dans l'espace on-fly, ou soit on peut utiliser les fonctionnalités du plugin pour pouvoir envoyer des objets sur on-fly. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, par rapport à la gestion du contenu, on peut avoir soit une maquette sur laquelle on a constitué notre projet avec un certain nombre d'objets sur lesquels on veut utiliser, soit on a un fichier modèle, par exemple, qui contient tous les objets sur lesquels je veux partager mon contenu, ou je peux avoir aussi un dossier Windows qui contient la liste des fichiers 3DM ou des fichiers blocs que je veux partager sur OnFly. Donc, en fonction de l'utilisation, je vais avoir des fonctionnalités propres au partage de ce contenu-là. Donc là, je vais utiliser la fonction qui s'appelle batch download, enfin batch upload, pardon, qui permet en fait d'envoyer en masse plusieurs objets depuis la scène Rhino. Donc ici, quand je vais lancer la fonctionnalité, automatiquement, le plugin va me lister en fait tous les objets de la scène. Et vous allez voir que les objets de la scène vont être rangés. Donc ça, c'est une spécificité. Donc, je ne l'ai pas dit en introduction, mais aujourd'hui, le plugin est compatible avec les versions 6 et 7 de Rhino. Et on va aussi gérer de manière native tous les objets Visual Arc. Donc, Bimenco est partenariat avec Asunicad, le développeur de Visual Arc, et avec lequel on a travaillé justement pour l'intégration de ces objets BIM dans la solution OnFly. Donc là, par défaut, on va retrouver les catégories d'objets propres à Rhino, donc par exemple les BREP, donc qui sont les polysurfaces, les solides, les surfaces, etc., des courbes. Et après, on va retrouver par exemple des objets purement Visual Arc, donc par exemple des dalles, des murs, des poutres. Et tous ces objets-là vont être rangés par style d'objet. Donc ici, je me retrouve avec différents styles d'objets qui sont liés à Visual Arc que je vais pouvoir envoyer sur la plateforme. Donc, je peux envoyer tous mes objets via une sélection unique, ou je peux sélectionner uniquement la catégorie sur laquelle je veux travailler. Donc, par exemple, ici, je vais envoyer des objets qui ne sont pas encore présents sur la plateforme. Donc là, par exemple, ici, j'ai une petite indication qui permet de voir que ces objets-là, en fait, ils sont déjà présents dans l'espace OnFly. Donc, ça ne sert à rien de les envoyer à nouveau parce qu'ils sont déjà présents. Mais par contre, ici, les fenêtres, par exemple, j'ai l'ensemble de mes fenêtres qui sont dessinées dans ma maquette qui ne sont pas encore présents dans mon Fly. Donc, je ne peux pas les partager au sein de mon entreprise. Donc, je vais sélectionner certaines fenêtres sur lesquelles je veux partager et automatiquement, je vais choisir d'envoyer ces fenêtres-là. Alors, on peut choisir une seule catégorie d'objets. On peut en sélectionner plusieurs. Donc, par exemple, je peux aussi sélectionner des portes. Et là, je peux prendre l'ensemble des portes, par exemple. Donc là, celle-ci est déjà présente, donc je n'ai pas besoin de l'envoyer. Et je vais faire suivant. Donc là, je vais avoir un processus d'envoi des objets. Donc ici, je vais récupérer tous les modèles 3D de chaque objet. Je vais en fait, au sein d'un fichier unique par objet, créer un fichier. Et je vais envoyer ça pour partager mon contenu au sein de l'espace OnFly. Donc là, on voit ici tous les envois. Donc voilà, et à la fin de ce processus-là, donc je vais avoir ici la liste de tous les objets qui ont été envoyés et je vais pouvoir faire des opérations pour pouvoir justement commencer à organiser ma bibliothèque. Donc par défaut, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que en fonction de la typologie de l'objet, par défaut, une classification, on va dire, native de Rhino a été intégrée dans les objets. Donc là, ici, je vois Windows, Door pour les portes, Windows pour les fenêtres. Donc ça va dépendre forcément de votre langage. Donc là, je vais être dans un langage spécifique. Mais en fonction de la langue, vous allez pouvoir avoir un nom de classification lié à votre langage. Et je vais pouvoir, en plus de ces classifications-là, ajouter mes classifications qui sont liées à mon espace. Donc, ce qu'on verra plus tard, mais sur l'offre Boost, ce qu'on propose de manière native, c'est de pouvoir gérer toutes les classifications de type international. Bon, par exemple, Omniclass, Uniformat,
Kobe, etc. Donc, toutes ces classifications, vous allez pouvoir les intégrer de manière native dans l'offre Boost. Par contre, vous n'allez pas pouvoir créer vos propres classifications. Si vous avez des spécifications propres à votre projet où vous devez créer vos propres classifications, donc là, on parlera plutôt de l'offre Smart, mais vous allez pouvoir attribuer vos propres classifications sur vos objets. Donc là, par exemple, ici, je vais prendre les fenêtres. Je vais choisir les fenêtres et je vais lui rajouter une classification standard, donc par exemple celle de Bimenco. Et je vais pouvoir choisir dans la classification Bimenco. Donc là, j'ai toutes les classifications standards qui me sont proposées. Bimenco, Uniforma, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on peut choisir la classification que l'on souhaite. Et dans cette classification-là, bon, pour me faciliter la vie, je vais pouvoir faire une recherche dans la catégorie sur laquelle je veux classer mon objet. Là, ici, c'est des fenêtres. Je vais faire une recherche fenêtre. Il va me chercher, donc en fonction de ma classification, je vais avoir plusieurs couches de fenêtres. Donc là, par exemple, je vais prendre uniquement les fenêtres classiques. Je vais valider ma sélection. Et là, je vais avoir un petit indicateur qui va me dire que maintenant que mes objets, en plus de la classification par défaut de Rhino, ont été classés à la classification de Bimenco. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est attribuer de manière, alors, soit en batch ou soit en sélection unique, attribuer des tags ou, par exemple, publier ces objets-là. Donc, une fois que j'ai configuré ces objets-là, je vais pouvoir dire, tiens, alors, on a deux statuts chez nous qui sont non publiés ou publiés. Non publiés, c'est-à-dire que seuls les administrateurs de la plateforme voient l'objet. Tant que l'objet n'a pas été publié pour tous les utilisateurs, uniquement les administrateurs voient cet objet-là. Et une fois qu'il est publié, tous les membres qui ont accès à l'espace pourront consulter l'objet. Ce qui permet d'avoir une espèce de silo pour pouvoir justement valider du contenu avant de le partager à ses collaborateurs. Donc là, de manière unique, je vais pouvoir dire, tiens, je vais changer son statut et je vais publier ces objets-là. Donc, j'ai un message qui m'indique, est-ce que je veux vraiment publier ces objets? Donc, je vais pouvoir dire OK. Alors, une fois que c'est publié, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, alors, je vais juste vous afficher cela avant. Dans NoFly, récemment, ce qu'on a introduit, c'est une nouvelle vision qui s'appelle les collections. Donc, ici, dans les collections, vous allez pouvoir créer deux types de collections. Donc, des collections qui vous sont propres à votre utilisation à vous, donc qui vont être privées et qui seront liées à votre rôle ou à votre profil utilisateur, qui va s'appeler Mes favoris. Donc, en fait, sur tous les objets, vous allez avoir un petit icône de cœur sur lequel vous allez pouvoir attribuer à la collection favoris cet objet-là, par exemple. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que dans la collection favoris, par défaut, on va retrouver l'objet que je viens de placer en tant que favori. Donc ça, c'est bien pour une utilisation quotidienne de Rhino. Vous avez des objets que vous utilisez de manière récurrente. Vous voulez avoir un espace propre pour ces objets-là. Vous allez pouvoir créer vos favoris. Donc ça, c'est propre à votre usage à vous. Mais aussi, vous allez pouvoir avoir des collections qui sont partagées au sein de votre entreprise, qui sont plutôt taguées. Alors, ça peut être une utilisation plutôt vision métier, par exemple. Vous avez des objets type MEP. Vous allez pouvoir créer une collection MEP et mettre des objets dedans. Alors, comment ça se passe? Ici, par exemple, je vais avoir un gestionnaire de mes objets. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs objets. Donc, par exemple, je vais dire ici, alors c'est un exemple, bien sûr. Je vais pouvoir sélectionner plusieurs objets et attribuer un espace. Alors, l'espace ici, ça va être une collection. Et par exemple, je vais dire, ces objets-là, ils sont dans la collection architecture. Et automatiquement, l'objet, maintenant, va appartenir à la collection architecture. Donc, quand je vais dans ma collection, je vais retrouver mes objets typés architecture. Donc, ce qui permet déjà d'organiser avec plus de finesse nos objets et permet justement de s'y retrouver plus facilement. Donc ça, c'est la partie, on va dire, création du référentiel, donc la création de vos bibliothèques, création de vos classifications, attribution des classifications, attribution des tags. Donc là, on voit que la carte objet qui est présente dans la vue fichier va déjà contenir certaines informations, donc notamment la date de création de l'objet, les modifications qu'il peut y avoir sur l'objet. Donc, si on modifie l'objet, on va avoir un espèce de versionning qui va s'appliquer et on va pouvoir suivre les différentes modifications de l'objet.
on va retrouver les attributs de manière automatique qui ont été attribués à l'objet, donc notamment ici la version du logiciel, donc ce qui va nous permettre derrière de pouvoir avoir des filtres de recherche justement sur la version du logiciel utilisé, par exemple, sur la classification utilisée, donc là ici la porte, donc ça c'est un attribut spécifique porte, mais on va avoir une classification de porte liée justement à l'utilisation de Rhino ou de Visual par exemple. Et par exemple, ici, une information aussi importante, ça va être le poids de l'objet. Donc, en fonction des exigences du projet, on peut se dire, tiens, je mets une exigence de poids. Et dans ma recherche, donc, par exemple, je vais pouvoir ici trier mon contenu en fonction de ces attributs-là, notamment la taille de l'objet. Donc, si on a des exigences de taille, on va déjà faire des premières recherches sur des objets le moins lourd possible pour pouvoir l'utiliser dans ma maquette. Donc là, on peut avoir un tri ascendant ou descendant en fonction du besoin que l'on veut appliquer au filtre. Donc, descendant, on va du plus petit au plus grand. Et ascendant, on va du petit au plus grand. Descendant, on va du plus grand au plus petit. Alors après, dans l'utilisation, justement, donc la partie plutôt download, donc utilisation, donc une fois qu'on a créé toutes ces bibliothèques-là, le but, c'est d'utiliser ces objets-là à travers notre scène. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des outils qui vont me permettre de pouvoir ajouter un objet à mon projet. Donc là, on va retrouver la même présentation des objets. Et là, la puissance, donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à un serveur en ligne ou un serveur Windows, c'est qu'on va être capable de faire des filtres de recherche et des recherches en fonction justement des attributs qu'on a pu attribuer à nos objets. Donc notamment la classification. Donc là, ici, par exemple, je vais avoir un premier filtre qui va me permettre de pouvoir filtrer mon contenu en fonction d'une classification donnée. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que le filtre de classification va vous présenter uniquement les classifications sur lesquelles on a attribué des objets. Donc, par exemple, si vous avez une classification omniclass, mais qui ne contient aucun objet, on ne va pas me présenter ici la classification omniclass parce qu'en fait, il n'y a pas d'objet dedans. Ça ne sert à rien. Et aussi, donc quand je vais ouvrir une classification, par exemple ici rhinocéros, je vais visualiser uniquement les classifications sur lesquelles j'ai attribué rhinocéros. Donc, par exemple, ici, ça veut dire que comme le DAL, la classe DAL est grisée, ce qui veut dire que en fait, je n'ai pas d'objet DAL. Donc, ça sert à rien d'en chercher, j'en ai pas. Ici, j'ai fenêtre qui n'est pas grisée. C'est-à-dire que en fait, dans mon espace, j'ai des objets fenêtres. Donc, ce qui permet déjà de ne pas aller classe par classe. Donc, en fait, on voit tout de suite dans quelle classe sont rangés mes objets. Donc ici, je vais pouvoir filtrer, par exemple, mes fenêtres. Et automatiquement, je vais me présenter uniquement les fenêtres qui ont été classées dans la classification rhinocéros. Alors, je vais pouvoir aussi attribuer des attributs spécifiques, notamment, par exemple, au niveau de détail. Donc là, je ne l'ai pas fait. Ou, par exemple, au tag. Mais on peut avoir, par exemple, aussi la capacité de taguer des objets et pouvoir filtrer du contenu par rapport à ces tags-là. On pourra pouvoir aussi attribuer un niveau de détail à la géométrie. Donc ça, c'est un attribut spécifique. Donc ça va être du lot 100, 200, 300 que vous allez pouvoir taguer à vos objets. Et ici, vous allez pouvoir aussi avoir un filtre en fonction du niveau de détail. Et après, bon, type de contenu, donc, là c'est pas, c'est déjà, on va dire, il y a déjà un premier filtre qui est effectué en fonction du type de contenu parce que on est dans le plugin Rhino, donc c'est-à-dire qu'on va filtrer forcément du plugin Rhino. Mais si vous êtes sur l'espace cloud, donc directement sur Internet, donc via un navigateur comme Chrome ou Edge, vous allez pouvoir filtrer le contenu en fonction du logiciel parce que vous allez pouvoir gérer plusieurs couches logicielles au sein de vos objets. Donc après, une fois qu'on a filtré le contenu, qu'on a choisi la fenêtre à utiliser, donc par exemple celle-ci, je vais avoir plusieurs opérations. Donc déjà, je vais pouvoir m'assurer que l'objet que je vais utiliser est le bon, donc en visualisant ici par exemple ces paramètres. Donc, pour l'instant, la première version de Rhino, on ne va pas gérer les paramètres de VisualArc, mais là, on est en train de travailler justement, comme je disais tout à l'heure, avec Asunicat pour pouvoir gérer l'ensemble des paramètres des objets BIM de VisualArc. Donc ici, au lieu d'avoir pas de paramètres, vous allez avoir l'ensemble des paramètres de l'objet BIM. Donc ça, c'est déjà, c'est pas encore sorti, mais c'est déjà le cas. Vous allez pouvoir aussi attribuer différentes variantes. Donc dans VisualArc, on va plutôt parler de style d'objet.
vous allez pouvoir consulter les différents styles d'objets et en fonction du style, avoir des valeurs de paramètres qui vont être modifiées. Donc, en tout cas, tout ça, c'est pour pouvoir consulter l'intérieur d'une donnée, d'un objet. Vous allez pouvoir le visualiser en 3D, avoir une vignette spécifique à l'objet que vous allez pouvoir aussi modifier en fonction de vos besoins. Et une fois que l'objet est choisi, que c'est bien celui-ci qui contient bien les paramètres que je veux, donc je peux aussi faire un filtre en fonction des paramètres. Donc là, je n'en ai pas, mais je peux avoir une recherche en fonction d'une valeur de paramètres. Donc, par exemple, si je cherche, je sais pas, une porte coup-de-feu avec un indice BS1 D0, je vais choisir la valeur de paramètre coup-de-feu, la valeur qui m'intéresse, donc BS1 D0, et automatiquement, la plateforme va filtrer le contenu de toutes les portes coupe-feu avec cette valeur spécifique. Donc, une fois que j'ai choisi ça, je vais pouvoir télécharger l'objet et automatiquement, l'objet va se mettre dans ma scène et je vais pouvoir placer l'objet directement dans la scène Rhino. En parallèle, j'en profite, il y a une question sur est-ce qu'on peut charger plusieurs objets en même temps. Je pense que tu es passé un peu vite dessus. Le Alors, batch. envoyer sur la plateforme plusieurs objets, oui. C'est Voilà, grâce c'est à ça. la fonctionnalité ici, envoyer des objets. Alors, comment fonctionne cette fonction en fait? Si on sélectionne 3 objets, par exemple, quand je vais lancer la fonction envoyer des objets, ça va envoyer uniquement ces objets-là. Par contre, si je n'ai pas de sélection active dans Rhino, quand je vais envoyer des objets, en fait, il va me lister tous les objets présents dans ma scène. Et après, je vais sélectionner les objets à utiliser. Par contre, au téléchargement, alors là, on est en train de travailler dessus aussi en parallèle. Pour l'instant, le téléchargement d'objets dans la scène est unique. Donc, on peut télécharger uniquement un objet à la fois. Par contre, on est en train de travailler sur la possibilité de pouvoir, bien sûr, télécharger plusieurs objets en même temps dans la scène Rhino. T'as un petit bug, mais on a compris le principe. Tu le places, il est au bout de ta souris et tu le places dans le. Exactement. C'est OK pour ça. J'ai une autre question pour toi. Peut-on uploader des gabarits et cartouches pour les présentations en tant que fichier dans OneFly? Alors, les gabarits, les cartouches, oui, ça va être des blocs. Donc, on peut envoyer des blocs sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, c'est tout à fait géré. OK. On va pouvoir gérer en fait tous les types de contenus Rhino. Donc OK. les objets natifs de type courbe, etc., les blocs, les annotations et les objets Visual Arc. OK, très bien. Je vois le temps qui passe. Je pense qu'on peut peut-être retourner sur la dernière slide. Voilà, donc du coup là, Rémi l'a évoqué, mais je pense que c'est bien d'y revenir un petit peu. Rhino fait partie d'une première offre que vous pouvez tester si vous le souhaitez. Je vais lancer une dernière question pour savoir si ça vous intéresse de tester cet outil-là. Alors oui, dans Rhino, mais aussi dans Revit par exemple. Dans lequel on va avoir une interface pour gérer donc, son contenu en tant que fichier, pour centraliser, vraiment maximiser, booster sa productivité en ayant un modèle de recherche unique. Mais par contre, pour ceux qui veulent aller plus loin sur la gestion de la qualité de leur modèle ou de leurs objets, par exemple, j'ai vu des questions sur la gestion des quantitatifs. Donc, par exemple, dans les quantitatifs, si les propriétés ne sont pas définies de la même façon dans chaque typologie de produit, on va avoir des incohérences. Et donc, du coup, nous, ce qu'on propose, c'est d'harmoniser, puisqu'on a tout le contenu qui est en ligne. Facile pour nous de pouvoir l'harmoniser et de faire une gestion des données un peu plus fine qui se trouve être dans l'offre Smart, dans lequel on peut aussi, bien sûr, définir des sets de propriétés, soit pour gérer son niveau d'information ou alors pour gérer des paquets de propriétés par différents métiers. Ça, c'est l'offre Smart. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin que la gestion de productivité ou de qualité, il y a l'offre Connect qui permet de créer ses propres modules sur ces outils avec un accès à nos API, mais aussi de donner accès à des partenaires projets d'autres entreprises, des rôles supplémentaires, un accès avec du SSO, etc. et de l'analytics. Donc ça, c'est nos 3 blocs modules, on va dire, qui sont proposés sous forme d'offres sur OnFly. Et n'hésitez pas à nous faire savoir si vous voulez tester l'outil suite à cette petite démo là. Merci Rémi. Je ne sais pas si vous avez des questions pour
pour Rémi, pour terminer. Vous en avez posé pas mal, alors n'hésitez pas à aussi nous en poser. C'est fait. Je prends la question d'Aurélien. Alors, notre bibliothèque est propre à une agence, mais qui est utilisée sur plusieurs projets. Il y a des tags par projet. Alors, les tags, c'est vous qui vous les appropriez. Vous allez pouvoir créer autant de tags que vous voulez et pouvoir attribuer un ou plusieurs tags sur des objets. Alors après, il y a la vision tag donc, qui va être plutôt pour pouvoir filtrer du contenu via un attribut. Et la classification, donc ça, c'est vraiment propre on va dire, la structuration des objets. Et là, pareil, donc, dans l'offre Boost, bah, c'est des classifications par défaut qu'on propose. Et suivant l'offre que vous allez prendre comme Smart ou Connect, vous allez pouvoir créer vos propres classifications et pour ranger spécifiquement vos objets en fonction des exigences, par exemple, du projet. Donc, on essaye de créer des concepts mais que vous allez pouvoir vous approprier vous, en fait. Pas des choses définies en avance. Alors, on a commencé à faire des visions, par exemple, des concepts comme le LOD. On est justement en train de changer ça pour que ce soit vraiment que le tag, en fait, qu'on applique, que ce soit LOD, que ce soit le nom du projet, que ce soit le nom de la discipline, bah, c'est vous qui mettez en place tous ces concepts-là, qui vous les personnalisez, etc. Mm. Ce qui est aussi intéressant par rapport aux classifications qu'évoquait Rémi, c'est qu'on a on a un traducteur aussi de ces différentes classifications en ligne. Donc, une fois qu'elles sont chargées, uploadées en ligne et qu'elles sont mises automatiquement dans une classification ou si on les enrichit d'une classification, on peut retrouver du coup cet objet dans différentes langues puisque les classifications sont directement traduites. Et vous pouvez aussi traduire, alors ça c'est dans l'offre Smart, mais traduire vos paramètres si vous travaillez avec des gens qui sont à l'international, des filiales étrangères. À peu près tous les concepts, on peut les traduire en fait. N'hésitez pas à revenir vers nous. On va envoyer du coup un petit espace test pour les 100% des personnes qui ont répondu oui, je vais tester cette offre-là. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, peut-être sur la partie un peu data avec Smart ou les API avec Connect ou que sais-je, n'hésitez pas, on est à votre disposition. On espère que ça, ça vous a plu, que cette démo a été utile. Et à bientôt pour une prochaine présentation d'un nouveau connecteur. À bientôt.